Je m'appelle Denis Mvogo, coordonnateur général de l'ONG Ecos de War. Et là, nous sommes dans le cadre du projet MEM, Message sur l'expérience migratoire, une collaboration avec le laboratoire Migrinter de l'Université de Poitiers et le CNRS. Alors, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rencontrer un ex-migrant ou alors un ex-expatrié qui est avec nous aujourd'hui, qui va essayer de nous parler de son expérience, de partager son expérience avec nous. Et tout d'abord, est-ce que vous acceptez qu'on vous filme par rapport à cette interview? Oui, volontiers, je ne suis pas contre. Ça me fait très plaisir de parler d'immigration. D'accord, merci. Alors, on va dans le vif du sujet. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je me nomme Kwakunge Sanfang, à l'état civil. Je suis ivoirien, natif de la ville de Mbayakoro. Je suis informaticien de profession. Ok. Aujourd'hui, quand on parle de migration, je sais que vous avez fait pas mal de pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Et donc, déjà, c'est la raison pour laquelle nous vous approchons aujourd'hui pour essayer de partager votre propre expérience avec les jeunes africains et ivoiriens en particulier. Ce que nous voulons savoir, d'abord, c'est quelles ont été vos motivations, c'était quoi le déclic pour que un matin vous vous leviez et dire ok, je m'en vais en Europe. Ok, merci beaucoup, monsieur Elie. Ce que je vais vous dire est que, au départ, comme tout bon ivoirien, je suis parti à l'école. J'ai eu d'abord mon bac ici en Côte d'Ivoire. Mon père a jugé nécessaire de m'amener au Ghana pour apprendre la langue anglaise. Parce que pour lui, parlant l'anglais allait m'ouvrir le monde. Donc je suis allé au Ghana. Après 2 ans, je suis revenu chez moi en Côte d'Ivoire. J'ai obtenu un BTS en commerce inter. Et il n'y avait pas d'emploi pour moi. Et un ami m'a conseillé plutôt de travailler au port avec lui en tant que déclarant en douane. Alors, j'ai accepté de faire la formation à la chambre de commerce au plateau. J'ai été formé pour 3 mois pour pouvoir déclarer en douane. Et après ça, après la formation, j'ai exercé pendant 2 ans dans ce métier en tant que déclarant. J'ai pu faire fortune, comme on le dit, jusqu'à ce qu'en 2001, le pays ait un problème. Et comme les choses ne marchaient pas au niveau du port, j'avais déjà économisé un peu d'argent en tant que jeune. Donc la société a eu des problèmes parce que les clients ne venaient plus. La société a fermé. Alors, j'ai décidé de sortir de la Côte d'Ivoire pour aller voir ailleurs. Dans un premier temps, je suis d'abord parti par la route. Je suis parti en Algérie d'abord. Oui. Mais là, passant par où, ça? Je suis passé d'abord par le Mali. Oui. Je suis allé à Bamako au Mali. Je suis resté là parce qu'il faut dire que quand j'étais en exercice, j'avais des clients du Mali. J'avais d'abord leur contact qui me parlaient de Bamako et tout ça. Par les informations, je savais qu'à partir du Mali, que le Mali était un pays frontalier à l'Algérie et que par là, ce serait peut-être possible. Parce que quand je regardais la carte géographique d'abord de l'Afrique, je voyais déjà le Mali. J'ai dit, mais si une fois au Mali, voici l'Algérie. Et voici déjà l'Algérie. Et quand je vois le bout de l'Algérie, derrière, je vois déjà l'Europe. Mais pourquoi? Pourquoi passer par là? Et puis, atteindre l'Europe. J'ai essayé, pensant que c'était le chemin le plus proche pour aller en Europe. Alors, je suis allé par la voie routière, Abidjan, notre frontière que je ne sais si vous le savez, par Pogo, je suis allé à Zégoua, je suis allé à Bamako. Bamako, c'est là que je vais comprendre qu'il faut faire une longue distance pour atteindre la ville de Gao. Ah oui? Oui, parce que tu as 24 heures entre Bamako et Gao. Oui. C'est l'extrême nord. Oui, j'ai pris
ce cas-là, que je me souviens bien, sans faire de publicité, qu'on appelait Bani Transport. Qui de Bamako jusqu'à Gao. Oui. Et arrivé à Gao, j'étais d'abord perdu parce que Gao, c'est une ville comparable à la ville de Jacquesville en Côte d'Ivoire. C'est une île. Ah, Gao, c'est une île. C'est une île. Ah. Pas, oui, il faut forcément traverser le fleuve Niger pour atteindre Gao. Ah. Et là, il n'y avait pas encore de pont à Gao. Donc notre cas devait attendre qu'il y ait un bac. Un bac. Ouais. Pour venir nous chercher, prendre notre cas pour nous amener à Gao. C'était vraiment une première expérience pour moi. Donc j'ai découvert la ville de Gao. Et c'est à Gao que je vais comprendre que aller vers l'Algérie était encore très difficile parce que c'était le désert. Donc, je suis resté à Gao pendant 3 mois pour trouver des solutions. Étant ivoirien, je ne pouvais pas aller en Algérie. Il me fallait un visa. Il n'y avait que les Maliens qui avaient la possibilité de se rendre en Algérie parce que ils étaient visa free, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'un visa pour se rendre en Algérie. Et là, nous sommes dans les années 2000. Nous sommes en 2003. 2003. Alors, j'ai croisé un compatriote là-bas qui m'a fait comprendre qu'il fallait patienter plutôt, pour trouver des voies et moyens pour avoir un visa algérien. Il m'a bien conseillé de rester tranquille et qu'il pouvait trouver une possibilité pour qu'on ait un visa d'Algérie, étant donné que l'Algérie mais là, avec quel passeport? Avec le passeport ivoirien, bien entendu, oui. Puisqu'il y avait déjà un consulat algérien basé à Gao. Okay. Oui. Ce n'était pas, comment je pourrais dire, c'est par manque d'informations que je suis allé jusqu'à Gao, parce que je pouvais même avoir le visa algérien étant déjà à Abidjan. Mais ne le sachant pas, je suis déjà parti comme ça à la volée. Donc c'est à Gao que le compatriote va me faire comprendre que je ne peux pas rentrer en Algérie légalement sans avoir un visa. Alors, durant ces 3 mois d'attente à Gao, je voyais des Ivoiriens aussi qui étaient là à Gao, mais qui n'étaient même pas munis d'un passeport ivoirien. J'ai vu plusieurs ressortissants de l'Afrique de l'Ouest qui n'étaient pas maliens et qui s'entêtaient à partir clandestinement en Algérie avec des convois organisés clandestinement. Mais ce que j'avoue que... Mais tu avais une idée de ce qui organisait ces convois déjà? Oui, bien sûr, j'avais une idée. Je voyais déjà comment ça s'organisait. C'était parce que Gao est carrément le nord du Mali. Où il y a une forte population, comment je dirais, Touareg. Oui. Et ce sont ceux-là qui vivent entre, je vais dire, à la frontière algérienne et, je vais dire, algéro-malienne. Donc, ils sont les seules personnes à pouvoir transporter ces migrants vers l'Algérie. Parce que personne n'est censé connaître ce désert à part ces Touaregs. Ouais. Donc, ce sont des convois qu'ils organisaient clandestinement, comme j'ai dit, parce qu'ils doivent emprunter dans le désert des voies qui sont carrément illégaux. Je ne peux pas... Ce sont des convois qui ne passent pas devant un policier ni un douanier malien. Et ils doivent poursuivre c'est-à-dire le trajet de Gao jusqu'à la frontière algérienne, le dernier village malien qu'on appelle Chibrich. Chibrich, ouais. Oui, une fois à Chibrich, il faut encore contourner la douane algérienne et, enfin, je vais dire l'immigration algérienne qui est de l'autre côté de la frontière algérienne qu'on appelle Tizawatin. Donc tout pour contourner tout ce qui est contrôle de police, de douane et de la gendarmerie. Sans parler de l'armée algérienne même qui est basée dans la ville de Tizawatin. Donc tout se fait clandestinement jusqu'à ce que vous ne voyez pas ce qu'on appelle l'autorité. Voilà. Mais ce que j'ai remarqué, et ma patience m'a beaucoup apporté parce que à Gao, tous ceux qui partaient dans ce convoi-là, ils ne duraient pas, et 2 semaines ou 3 semaines, je revoyais les mêmes personnes de retour à Gao. Ça veut dire, ils sont appréhendés généralement par
soit ils ont pu traverser le Mali, mais en territoire algérien, le convoi s'est fait arrêter et on les ramène Mani Militari à Chibrich, en territoire malien. Donc, bref, pour ne pas vraiment rester longtemps sur le trajet du Mali et l'Algérie, j'ai finalement, après 3 mois d'absence, obtenu un visa d'un mois pour l'Algérie. Donc, je suis rentré légalement. Ce que j'ai noté est que quand on voyage légalement, c'est tellement simple. J'ai compris même que à partir de la ville de Chibrich, que tranquillement, Tizawatine et Chibrich n'étaient même... C'est-à-dire que la voie légale n'est même pas compliquée. Donc, on te met ton cachet de sortie et le cachet d'entrée et tu voyages carrément dans un cas normal de l'Algérie jusqu'à Tamarasset, qui est la première grande ville algérienne. Et de là, moi personnellement, je suis allé à Alger, mais Alger n'était pas ma destination parce que la correspondance dont j'avais était à Ain Sefra. Donc je suis parti à Ain Sefra. Ça veut dire que vous aviez des connexions déjà au niveau de Bien sûr, il faut dire que comme j'ai dit, ici, avant de prendre la route d'abord, j'avais des contacts. Et je partais en fonction de ces contacts-là. Je ne suis pas vraiment allé dans un vide total. Voilà. Donc, à Ain Sefra, quelqu'un devait m'accueillir là, un Algérien, qui lui avait besoin d'un travailleur, un jardinier chez lui. Alors j'ai accepté d'être jardinier pendant... ce qu'il faut noter en aventure, on ne parle pas de diplôme parce que l'Algérie, ça parle l'arabe. Et moi, je ne parlais pas encore à cette époque l'arabe. Donc, je ne peux pas aller chercher un travail d'administration. Donc, tout ce que tu trouves, un aventurier, c'est ce que tu fais. Donc, j'ai fait du jardinage pendant 6 mois. À Ain Sefra. À Ain Sefra. Dans le wilaya de Mama. Les Algériens le savent très bien, c'est comme ça la région là s'appelle. Le wilaya de Nama. Non, de Nama, oui. Le wilaya de Nama. Alors, après 6 mois, il n'y avait pas encore trop de cellulaires, hein, il faut le dire, en 2003. Je reçois un coup de fil puisque je communiquais avec la famille. On m'annonce le décès de mon père, M. Kona Kwaku. Alors, je décide d'abandonner mon voyage vers l'Europe, puisque le but était de travailler là et chercher à aller en Europe. Donc, je rebouche chemin, je reviens encore en Côte d'Ivoire. Et là, vous utilisez quel moyen? Là, j'utilise les moyens corrects. Je prends l'avion, puisque j'étais à jour. Un mois de visa, mon patron m'a aidé à avoir un titre de séjour en tant que travailleur, puisque je suis son jardinier. Donc, il m'accorde, ce qui est très très difficile en Algérie, il faut le dire. Il m'avait aidé à avoir 1 an de séjour, de titre de séjour. Donc, c'est par le biais de mon patron, je prends l'avion normal à Alger pour Abidjan. Donc, je finis, comment on le dit ici, l'enterrement de mon père. Je reste encore à Abidjan pour réfléchir. Est-ce qu'il faut encore reprendre la route de l'Algérie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je traîne encore, disons, près de 2 mois encore ici. Et comme j'étais déjà au port, je travaillais au port, les amis me font encore une proposition de travail. Et là, cette fois-ci, c'est un Mauritanien qui a besoin de quelqu'un qui a une expérience au niveau des imports et exports. Celui-là est basé au port de pêche à Abidjan. Il va m'envoyer spécialement en Mauritanie pour la première fois pour aller commander du poisson surgelé pour amener en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire a moins de poissons que la Mauritanie. Ça serait ma première fois encore de connaître le deuxième pays, enfin je vais dire une deuxième expérience. Je vais prendre Air Mauritanie pour une première fois encore pour aller à Nouakchott. Et malheureusement, ça ne passait pas à Nouakchott, il fallait partir en zone portuaire qui était dans la ville de Nouadhibou, en Mauritanie. Donc je séjourne là-bas, je prends des contacts et je commence à faire
l'importation du poisson surgelé, bien entendu, puisque j'ai un financier qui est le Mauritanien. J'exerce cela, mais il faut dire que le pays était toujours en crise. Voilà, le pays n'était pas stable, on le faisait comme on pouvait. Et là, nous sommes autour de 2004. Voilà, de 2004 et autres. Voilà, donc le travail était difficile, mais on le faisait quand même. Après, j'ai compris aussi que j'ai encore pu économiser. Jusqu'en 2006, c'est là que je décide de repartir en Europe. Cette fois-ci, je décide de ne plus emprunter parce que l'expérience de l'Algérie, ce que j'ai vu, qui sont sans papier, comme on Alors, dit. mais c'est quoi cette obsession de vouloir partir en Europe? Oui, qu'est-ce qui... personnellement, la crise, moi personnellement, c'est parce qu'il faut dire vrai. Parce que, écoutez, oui, à vous entendre, tout allait bien. Tout allait bien, vous travaillez, vous êtes un importateur de poissons. Je pense que vous gagnez bien votre vie à ce moment-là. Oui, je rectifie. Je ne suis pas l'importateur. Je suis un agent importateur. Puisque j'importe pour quelqu'un. Je travaille pour une personne. Donc, en somme, les gros bénéfices, c'est lui qui se fait. Voilà. Donc, c'est vrai, je gagnais ma vie. J'avais une vie modeste. Mais ce n'était pas cette vie-là que je voulais. J'étais attiré par la vie européenne parce que, comme vous voyez, les médias, les informations, et j'ai pas mal d'amis aussi qui vivaient en Europe, qui m'expliquent les bienfaits de l'Europe, un pays que, comme vous voyez, vous êtes en train de me poser des questions en français, et tout homme ivoirien veut toujours découvrir ce qui se passe là-bas en Europe, surtout en France. Donc j'avais cette motivation à dire que donc, c'est vrai que j'ai une expérience ici, j'ai un salaire qui, au retour, avant j'étais à 400 000, maintenant je jongle sur une base de 200 à 230 000. Mais pourquoi ne pas vraiment aller voir ce qui se passait de l'autre côté de l'océan? Je décide d'y aller, mais avec le peu d'expérience que j'avais déjà vu, comment étaient maltraités ceux qui partaient illégalement, et moi qui étais légal, la différence. Donc, je décide alors de constituer un dossier où je vais me remettre encore dans la peau d'un étudiant et je décide d'aller fréquenter à Tunis. Puisque nous, Ivoiriens, n'avions pas besoin de visa pour aller en Tunisie. Donc je prends contact avec l'université Jeanne d'Arc de Tunis et je paye pour aller étudier l'arabe. Alors là, qui vous donne toutes ces informations? Oui, comme je vous ai dit d'abord au préalable. Excusez, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet. Non, en 2005 déjà, il y avait l'Internet. On pouvait déjà utiliser l'outil Internet, puisque l'Internet était déjà notre base de travail quand je vous ai parlé de déclaration en douane. Voilà. Un déclarant à cette époque-là ne pouvait pas ne pas utiliser l'Internet. Nous avions eu un système ici qu'on a appelé le SIDAM, inauguré par l'ancien DG de la douane qu'on a appelé Nyamien Konan. Donc la douane était déjà informatisée. Donc c'est par l'Internet que vous avez... Voilà, par l'Internet déjà, je me renseignais pour savoir comment fonctionnait le côté du monde. Donc j'ai compris, il y avait déjà une université à Tunis qu'on appelait l'université Jeanne d'Arc. Donc j'ai eu les informations sur Internet et tout ça. Alors, j'ai décidé d'aller à Tunis pour m'inscrire à cette université-là, pour apprendre l'arabe. Apprendre l'arabe? Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a que l'arabe à apprendre. Je parle déjà l'anglais, je parle le français couramment. Il me fallait parler l'arabe. Donc je suis parti à Tunis pour 6 mois. Donc, c'est arrivé à Tunis que je comprends qu'en tant qu'étudiant, j'avais la possibilité d'aller en Europe pour des vacances. Ou alors me perfectionner en Europe. Donc, c'est étant à Tunis que j'ai eu l'information. Et
là, il fallait plutôt aller, enfin, l'information que j'avais était d'aller vers l'Italie. Parce que les Italiens avaient encore besoin des gens qui voulaient apprendre la langue italienne et faire des métiers chez eux. Donc je me suis inscrit dans cette optique-là. Donc j'ai eu un visa pour d'abord un mois en vacances. Pour l'Italie. Oui, pour l'Italie, pour aller en vacances. Et pendant ce temps, à Tunis, Oui. C'est quoi votre quotidien? Vous vivez dans un campus ou vous êtes confondu aux autres migrants? À Tunis, j'étais confondu aux autres migrants parce que la mentalité tunisienne, elle est différente. Ils se disent d'abord qu'il y a deux choses. À Tunis, quand on voit un noir, soit il est étudiant, soit il est touriste. Il n'y a pas... Les affaires des clandestins. Non, ça ne fait pas partie trop du quotidien des Tunisiens. Les Tunisiens, c'est pourquoi c'est le premier pays, ici, là-bas au Maghreb, comme je peux le dire, qui prend les dispositions pour rapatrier quelqu'un qui vadrouille dans les rues de Tunis. Une fois votre visa épuisé en Tunisie, nous, Ivoiriens, avons droit à 3 mois. Et si les 3 mois finissent, que vous n'êtes pas étudiant, et que vous n'avez rien à faire à Tunis, vous devez vous rendre en Côte d'Ivoire. Ou alors dans un autre pays pour revenir. Parce qu'il faut toujours un cachet d'entrée. Oui, vous devez renouveler votre séjour chaque 3 mois. Si vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes pas travailleur, vous devez quitter la Tunisie. Ou alors le gouvernement va vous aider à quitter la Tunisie. Oui, ça, les dispositions sont prises. Mais encore une fois, avec l'actualité de l'heure, Oui. est-ce qu'on se demande si, on peut se demander si la situation a plutôt régressé en Tunisie? Oui, je vais dire que c'est encore pire parce que à l'époque dont je vous parle, 2005, 4 et 5, c'était, comment je veux dire là, c'était encore le régime Ben Ali. Oui. Et sous le régime Ben Ali, ça allait encore mieux pour les étudiants. Là, avec les informations, ce que nous avons d'actualité, je ne pense pas que ce soit en ce moment un meilleur endroit. Je crois que c'est encore plus pire. Alors donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est à Tunis que j'ai obtenu le visa d'1 mois pour l'Italie. Donc quand je suis arrivé en Italie, il fallait s'inscrire. Je ne suis pas resté à Milan, je suis allé jusqu'à Pérouse, la ville qu'on appelle en italien Perugia. Il fallait encore s'inscrire comme étudiant pour apprendre d'abord la langue, parce qu'il faut parler. J'ai été confronté à une situation qui me fait rigoler. Quand tu arrives d'abord en Italie, non seulement tu dois d'abord apprendre la langue italienne, et mon BTS que j'ai eu ici était mis en cause. Ah oui? Oui, il faut d'abord passer une capacité. C'est-à-dire, quand tu parles déjà, en 6 mois, tu parles déjà bien l'italien, on va te donner d'abord un premier certificat de langue qui dit que tu parles déjà bien l'italien. Et tu vas passer cette capacité-là, où on va évaluer le BTS. Est-ce que tu l'as vraiment obtenu dans la norme? Ou alors, parce que... C'est-à-dire, on va évaluer ton BTS en langue italienne. Non, ce n'est pas une évaluation en langue italienne. Est-ce que le BTS n'a pas été obtenu de façon frauduleuse? Est-ce que tu l'as obtenu en bonne et due forme? Alors, tu vas encore repartir et on va encore te reposer. C'est comme si tu étais en examen. Tu dois encore lutter pour obtenir ce BTS-là. Ou alors, ils ont la possibilité de te rétrograder et te donner un niveau selon l'étude, selon, comment on appelle ça, l'étude italienne. Dire que tu n'as pas un BTS, mais plutôt ici, tu as peut-être un niveau CE1 ou alors 3e. Je ne suis pas, excusez-moi, je ne le dis pas pour trop dire qu'ils font un peu trop, mais ils mettent en cause le diplôme africain que toi tu as. Donc, j'ai lutté pour cela. Après, ils ont été d'accord que le BTS, je l'ai réellement obtenu. Maintenant, je me suis
inscrit maintenant en informatique, là-bas, à l'université Stranieri, comme on le dit en italien, l'université des étrangers de Pérouse. En somme, j'ai passé 2 ans en Italie pour voir ce qu'ils appellent un master en informatique. Et en italien, ils disent que je suis, comme ici, comme on vient de l'évaluer, c'est comme si c'était une licence, ils appellent ça laureato. Alors, j'obtiens le lauréat italien. Et comme mon titre de séjour en tant qu'étudiant était encore fonctionnel, il me restait 3 mois pour que ça finisse. Je décide alors de me rendre en France. La France dont j'avais voulu partir. Le pays de tes rêves. Voilà, le pays de mes rêves dès le départ. Et à ce moment, c'est déjà l'Union européenne, ça fonctionne déjà? Oui, l'Union européenne fonctionnait depuis 2000. Oui. C'était déjà l'Union européenne. Mais, sauf que mon titre de séjour en tant qu'étudiant me permet certes d'aller dans l'Union européenne, mais ne me donne aucun droit de travailler sur aucun territoire européen à part l'Italie. Je suis face à une autre situation. Je peux bien aller en France pour visiter la France, mais je n'ai aucun droit de travailler en France. Donc, alors vous arrivez en France? Je suis en France. Plus précisément, parce que par l'Italie, je suis pas allé sur Paris. J'avais un vieux ami, quand j'exerçais encore au port que j'ai connu, un Français, le nom de Fabien Ounzaïti, qui accepte de m'accueillir à Nîmes. Nîmes, ça c'est sa ville natale, ça c'est carrément le sud de la France. Une fois à Nîmes, on me contrôle d'abord, c'est-à-dire c'est vrai que c'est un ami, on s'est connu en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'il se rachine, parce qu'il peut m'héberger. Parce que si j'étais clandestin, c'était impossible. Mais qui doit se rassurer? Lui, l'ami. C'est son devoir en tant que citoyen français. Parce qu'il ne peut pas héberger un clandestin. D'accord. Donc, je lui dépose tout ce qui est papier, mon titre de séjour italien. Il observe bien. Il est d'accord qu'il n'a pas affaire à un clandestin. Donc, je reste à Nîmes 1 mois. Alors qu'il me restait 3 mois pour que le titre de séjour italien s'expire. Alors donc, après 1 mois, mon ami, il essaye de voir qu'est-ce qu'il peut faire réellement pour ma personne, pour pouvoir intégrer le système français. C'est impossible. Il n'y a aucun moyen. Parce qu'il y a le langage qu'on attend ici en Côte d'Ivoire, mais que le fond peut-être que nous ne comprenons pas, à part les Français eux-mêmes. Quand on parle, quand le Français te dit avoir une attache, avoir l'attache en Europe, c'est quelque chose qui est très important. Mais qu'est-ce qu'ils appellent avoir l'attache? Quand l'Européen te dit, avez-vous une attache en Europe? L'Européen veut savoir, est-ce que ton père est en Europe? Ou bien ta femme est en Europe? Ou alors ton enfant est en Europe? C'est ce que l'Européen appelle attache. À part ça, il n'y a pas d'attache qui va avec l'administration européenne. Donc, à Nîmes, certes, je suis accueilli par des Français, mais ce ne sont pas mes parents. Donc, je n'ai pas d'attache en France. Alors, par conséquent, il faut quitter la France avant les 2 mois. Donc, et par bonté et tout ça, cette famille-là décide de me remettre 2000 € un dimanche au cours d'un dîner. Ils disent que, écoute, nous avons tapé à toutes les portes, mais il n'y a aucune solution pour que tu t'intègres ici. Ça ne fonctionne pas. Effectivement, ça s'est passé avec moi. On est allé même loin. La mère de mon ami a accepté de m'adopter. La mère de ton ami? Et celui qui t'accueille, qui vous accueille? Oui, sa mère a décidé de m'accueillir et de m'adopter comme son fils. Si j'étais d'accord. Et j'ai dit, mais est-ce que j'avais le choix? Si on peut m'adopter, pour que j'arrive à travailler, je suis pour. Malheureusement,
on ne peut pas adopter comme on veut. En fait. Quand on a évalué les revenus de cette vieille, on dit qu'elle ne peut pas m'adopter. C'est pas possible. Elle n'avait pas un revenu suffisant, pour adopter un gaillard comme moi. C'est pas possible. Donc ça échoue. Donc, on me remet la somme de 2000 € à Nîmes et on me dit, bon, comme Nîmes n'est pas connu trop des Africains, nous on ne sait pas, on n'a pas de solution. Va à Paris, tu trouveras des Ivoiriens, tu trouveras des compatriotes, peut-être qu'eux peuvent t'aider. Comme ça, je quitte Nîmes pour Paris. Et là, à Paris, j'appelle un ami. Je reviens encore à Accra, que nous avons fréquenté ensemble à Accra. Ah oui? Que lui vivait déjà à Paris. Un Ivoirien? Un Ivoirien. Mais détrompez-vous, l'ami me promet m'accueillir, mais quand j'arrive de Nîmes, j'arrive à la gare du Nord à Paris, où il doit venir me chercher. Mon ami ne se pointe pas. Ah oui? Il me laisse à la gare du Nord au moins 4 heures de temps et son téléphone ne passait pas. Là, ne sachant pas où aller, en posant des questions de gauche à droite, je décide de prendre comme ça le RER. RER, RER, oui, le RER, c'est le transport urbain, c'est comme le train, sauf que ça ne quitte pas la banlieue parisienne. Donc, je prends le RER B, destination la gare Saint-Denis. Saint-Denis. Oui, parce qu'il y a encore plus d'Africains là-bas. J'arrive à Saint-Denis dans le but d'avoir une personne qui va me comprendre. Il n'y a personne. Heureusement que j'avais 2000 € en poche. Donc, je vais loger à l'hôtel. L'hôtel là existe toujours. À la gare Saint-Denis, ça s'appelle Nouvel Hôtel. Nouvel Hôtel. Et en plus, le gérant, c'était un Algérien. Ah oui? Donc, c'est-à-dire, c'est un hôtel qui accueille beaucoup d'Africains alors. Bon, je ne vais pas le dire, mais je vais dire que là, bon, Saint-Denis déjà, c'est un quartier typiquement, je vais dire, africanisé. Là-bas, c'est l'Afrique, c'est le Maghreb. Voilà. Donc, je reste là 2 semaines à l'hôtel en payant 50 € par jour. C'est après 2 semaines que mon ami refait surface en m'appelant. Je ne sais pas si peut-être pour lui. Mon ami ivoirien. Oui, si j'étais encore vivant ou pas. Ouais. Je réponds, je dis, mais tu n'es pas venu, mais moi je suis à l'hôtel. Je suis à Nouvel Hôtel à la gare de Saint-Denis. Donc, il me dit, ok, j'arrive le soir pour te voir. Il vient le soir. Il m'explique sa réalité. Lui s'est marié à une Antillaise. La maison, c'est pas d'abord lui, c'est madame qui a la maison. Il a essayé d'expliquer à madame, mais c'est difficile. C'est pourquoi il a préféré fermer son téléphone. Bon, maintenant, madame est d'accord que je vienne à la maison. Je dis, c'était compliqué. Il me dit ce qui n'allait pas. Donc, on arrive à la maison chez mon ami. Lui, il habitait toujours Saint-Denis, dans le quartier qu'on appelle précisément Sarcelles. Sarcelles, oui. J'arrive à Sarcelles avec mon ami. Il avait simplement négocié pour 2 semaines avec madame, mais n'a pas eu le courage aussi de me le dire. Après les 2 semaines, bon, écoute, moi c'est le canapé, j'étais au canapé. Chaque nuit, il y avait des problèmes de bruit dans la chambre. Je comprends que je ne suis pas trop... oui, la bienvenue là à la maison. Mais tu as dit pour 2 semaines, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas maintenant? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais si tu ne peux pas lui dire la vérité, alors c'est vous que je vais vider finalement. Alors mon ami, il est en danger comme moi, mais il ne peut pas me le dire. Il s'élève, il va au travail. Donc, après ça, un jour, je l'appelle, je lui dis, écoute, il s'appelle Thierry Tobu, c'est son nom. Il écoute, sois un peu homme et puis sois fort. Tout ce qui se passe la nuit, je suis. On ne va pas me vider, toi et moi. Et toi, tu es venu, ça va déjà, tu t'es marié, tu vis là. Moi, je ne vais pas venir gâcher ta vie. Je vais essayer d'aller voir ailleurs. Il dit, mais tu vas où? Je dis non. Je sais déjà, j'ai des informations. Parce qu'en région parisienne, quand on ne sait pas vraiment où aller, il y a un numéro d'accueil qu'on appelle le 115. Je vais insister avec le 115, je pense que ça va pouvoir aller.
Alors, j'appelle le 115. Le 115, c'est compliqué. Tu peux rester peut-être 2 heures au téléphone, personne ne répond. Bon, un jour, par chance, on a fait. Il faut te présenter au téléphone. Tout doit être dit au téléphone. Est-ce que tu as une identité? Qui es-tu? Tu as un titre de séjour? Quel titre de séjour vous avez? Tout doit se dire avant qu'on te dise où tu vas être logé. Quand on trouve le centre d'accueil, on va te donner les coordonnées. C'est à toi de te rendre. On m'a trouvé un centre d'accueil. Et là, c'était carrément à Montreuil. J'ai quitté Saint-Denis pour Montreuil, je suis parti. J'ai été logé. Ce qui est un peu intéressant, c'est que quand tu es logé, les assistants sociaux veulent savoir ta situation et comprendre pourquoi est-ce que tu es dans cette situation. Bon, après une semaine, j'ai eu droit à une assistante sociale. Elle m'a posé des questions. Je lui ai tout expliqué sur mon parcours. En lui remettant le titre de séjour italien, il me restait encore, ça valait même plus un mois. C'est compliqué parce que quand vous allez épuiser les 1 mois, votre statut va changer. Vous allez changer de centre d'hébergement. Vous allez aller carrément dans un centre d'hébergement pour sans papier. Et là, c'est différent d'ici. Donc, c'est à vous de voir. Nous, on est là pour... Centre d'hébergement pour sans papier à Paris ou dans une autre ville? Oui, toujours à Paris. Il y en a plein à Paris. Donc, et là-bas, le traitement est différent parce que vous devez vous réveiller chaque 6 heures et puis vous ne rentrez qu'à 18 heures. Par contre, où j'étais, vous sortez du centre, vous rentrez à 18 heures. Vous allez là où vous voulez, ça dépend de vous. Donc, où j'étais, c'était différent des autres centres d'hébergement d'urgence. C'était pas pareil. Alors donc, la famille de Nîmes m'appelle, est-ce qu'il y a une solution? J'ai dit non, il n'y a pas toujours de solution. Il me restait 2 semaines où je devais être expulsé ou alors enfin, quitter le centre. Alors, mon ami Fabien me fait une proposition. Il me dit, bon voilà, j'ai une annonce que j'ai eue. Là-bas à Paris, tu vas te rendre au fort de nos gens, si tu le veux bien, comme tu es un informaticien, je le sais, mais il faut du courage. Il y a un recrutement en ce moment-là de l'armée étrangère, ce que vous appelez ici la Légion. La Légion. Donc, essaye de postuler pour voir. C'est difficile, mais on ne prend pas forcément des costauds, ça dépend de ce qu'ils veulent. Si tu peux essayer. Donc, ils m'envoient les coordonnées. Et je décide d'en parler avec l'assistant social. Je dis, je ne sais pas trop, parce que c'est un endroit que seuls les militaires savent comment ça fonctionne. Je ne suis pas mieux placé. Mais je peux te donner l'adresse. Et tu vas te rendre sur. Donc, en 1 semaine, je décide d'aller au fort de Nogent, aller passer le test. Donc, je me rends au fort de Nogent, un test où je vous dis que vous voyez l'extrémité de ce mur-là, ça peut quitter là jusqu'à peut-être la gare UTB. Du monde, oui, il y a du monde où il y a toutes sortes de personnes étrangères qui peuvent postuler. Mais sauf qu'il faut être à moins de 35 ans. Quand on a 35 ans, on ne peut pas. Et moi, je n'avais pas encore 35 ans. Je suis parti. Et je ne sais pas comment ça se passait. Au fur et à mesure que les gens entraient, une porte qui se ferme derrière, d'autres ne font même pas 4 heures, ils sont éliminés et tout ça. Alors, je réussis, là, comme c'est typiquement militaire, on ne va pas trop entrer dans ce but du sujet. J'ai réussi à intégrer la Légion étrangère. Là, je vais carrément laisser la vie parisienne où on va aller à Aubagne pour une formation, à Aubagne, Castelnaudary. Les Français le savent de quoi ce que je suis en train de vous dire, comprenez. Donc, on me réforme encore dans l'informatique. Ça, c'est carrément militaire. Je commence à travailler. Et j'ai tourné un peu avec la Légion dans plusieurs pays, comme je t'en avais dit. Parce que la Légion, c'est pas pour rester en France. La Légion, c'est pour
faire le tour du monde. J'ai beaucoup voyagé avec la Légion. Après tout ça, en grosso modo, comme à la Légion, quand tu finis 10 ans, il faut maintenant faire 2 ans d'infiltration et tout ça. En somme, j'ai vécu 15 ans sur le territoire européen. Avant que je décide moi-même le départ. Après tout ça, j'ai eu une vie là-bas. J'ai eu une femme qui est française et un enfant là-bas. J'ai décidé de revenir ici dans mon pays. Parce que je suis venu avec des projets pour m'installer chez moi. Donc, je garde toujours mon contact avec, parce que je ne suis pas marié légalement, je vis en concubinage avec ma femme. Donc, je suis toujours en contact. Jour pour jour, c'est ma famille. Oui. Et j'ai décidé de faire le retour chez moi. Donc, je vais m'arrêter là pour voir si vous avez des questions à me poser. Oui, les questions, il y en a. Et durant votre séjour à Paris, vous avez dit tout à l'heure, vous avez été recruté à la Légion, mais bien avant la Légion, c'était dans un centre. Mais est-ce que vous avez eu à côtoyer aussi tous ces migrants qu'on voit sous les ponts, dans les rues vous avez eu l'occasion de... Oui, bien sûr. Souvent, parce que là, vous êtes un légionnaire et forcément, c'est pas le même quotidien. Oui, mais en même temps, la Légion, on ne peut pas connaître un légionnaire étant à Paris. La Légion se fait typiquement, les œuvres se font en caserne ou bien hors de la France. Mais, hormis ce que je vous dis, j'ai vécu une vie civile là-bas à Paris. Et même, quand je vais dans les rues de Paris, il n'y a pas d'étiquette collée sur moi que je suis légionnaire. Même où je suis assis, si ce n'est pas pour, comme je l'ai dit, par ma bonne foi et le bon déroulement, parce que j'aime bien parler d'immigration, que j'accepte de vous accorder cette interview. Je pouvais parler de tout sans vous parler de ce qui est cet exercice-là. Mais comme c'est important de savoir ma vie là-bas en Europe, c'est pourquoi je vous ai brièvement brossé cela. Sinon, j'ai vécu à Paris, beaucoup d'hommes m'ont connu comme un Ivoirien, travailleur, mais n'ont jamais su quel travail je faisais. Donc j'ai toujours été avec eux, j'ai toujours été dans les mêmes endroits que la communauté ivoirienne, la communauté africaine. Voilà. Sauf que chacun va à ses préoccupations. Ce n'est collé sur personne que tel est infirmier ou tel est de l'armée ou tel est de tel corps. Donc, j'ai vécu le quotidien de l'Africain quand je suis en région parisienne, sans problème. Donc, vous pouvez me poser toutes sortes de questions sur... J'ai vécu comme un civil, sans problème. Je sais à quel moment je dois travailler, à quel moment je dois aussi venir en famille. Alors, qu'est-ce qui amène tout ce beau monde, tous ces gens qu'on voit dans les rues, qui sont carrément, je pourrais dire, dans le désespoir, mais qu'est-ce qui crée... Oui. Qu'est-ce qui peut bien créer tout cela? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important qu'il faut Parce que savoir. ici en Afrique, les gens, ils ont une idée d'une Europe paradisiaque. Et puis, ceux qui sont là-bas, apparemment, ils envoient une image d'un paradis ici. Et par conséquent, ça peut pousser beaucoup à prendre la décision de partir. Oui, là je comprends. Ce que je pourrais dire j'ai dit que l'Europe est un peu victime de l'information. Parce qu'aujourd'hui, c'est à travers l'Europe que l'Africain, je dirais l'Ivoirien, regarde sa télévision, il voit tout ce qui est beau de Paris, tout ce qui est beau de la France, l'Europe en continuité et tout ça. Sauf que la réalité n'est pas à la télévision. La réalité, c'est le vécu. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, l'Africain, une fois en Europe, qui n'a pas de papier, il est certes dans l'Europe, mais il est dans une Europe
comment je vais dire, qui est loin du paradis qu'il a imaginé. Oui. Parce qu'on ne peut vivre de tout ce que vous voyez là, à la télé, de tout ce bienfait de l'Europe, lorsqu'on est à jour. Oui. Mais quand on est sans papier, certes, on a une simple protection parce qu'on sera nourri, on sera soigné. Mais quand un être humain ne peut pas se présenter dans une administration parce qu'il n'est pas à jour, mais où est son droit en ce moment? Il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc, c'est vrai, on peut être en Europe, vivre du social européen, c'est que l'Européen ne veut pas d'ailleurs. C'est chose pour laquelle vous voyez que l'octroiement du visa est très difficile parce que l'Européen n'a pas envie de voir quelqu'un vadrouiller dans les rues où il va vivre du système social. C'est-à-dire qu'il va s'élever, aller manger dans un comment on appelle ça? Ouais, une banque alimentaire gratuitement, et se coucher gratuitement. C'est coûteux pour l'Europe. Donc ce que vous voyez ont vraiment cru à ce paradis-là, mais en réalité, à l'arrivée, ils comprennent que ce n'est pas un paradis. C'est vraiment c'est trompé. Donc ils sont certes là, ils ont le droit de bouger parce que personne ne les met en prison, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, ils peuvent se permettre, pour ceux qui ne sont pas honnêtes, de vous présenter des belles images d'eux-mêmes, parce qu'ils mangent, ils dorment. Mais est-ce que leur vie vraiment fonctionne normalement? Non. C'est là qu'il faut comprendre. Voilà.